Google est-il en train d'écraser le marché en termes d'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle va-t-elle piquer tous nos jobs? Et est-ce qu'on va avoir suffisamment d'énergie pour pouvoir continuer notre course folle vers l'intelligence artificielle? Plus un petit bonus à la fin, un petit focus sur l'économie et ce que va être l'économie de demain. Bienvenue dans ta dose quotidienne d'intelligence artificielle. Prends un petit café, un petit popcorn et on est ensemble pour 10-20 minutes pour parler d'intelligence artificielle. On commence la semaine parce que bien entendu, il y a un modèle qui a fait beaucoup parler, c'est Google Nano Banana. Un modèle d'édition d'images et de création, de génération d'images à la pointe de la technologie et qui écrase de plus de 200 points tout le monde sur les benchmarks. Autant te dire que pour l'avoir poncé de long en large et en travers, il est capable de faire tout et n'importe quoi et de manière assez simple. Pour être totalement transparent, je me demande même comment Adobe Photoshop est encore utilisé. J'exagère peut-être un petit peu parce que bien entendu les experts d'Adobe Photoshop sont capables de faire des choses peut-être plus incroyables que Nano Banana, mais pour tous les petits designers, pour toutes les gens qui font des toutes petites retouches sur Adobe Photoshop et qui y mettent 10, 20, 15 minutes, là, vient un petit prompt, si tu sais ce que tu veux lui demander et si tu arrives à lui demander de la bonne manière et que tu arrives à faire le bon prompt, autant te dire que Nano Banana est juste incroyable. Et ça pose beaucoup de questions parce que petit à petit, Google n'est plus simplement un créateur de modèles en intelligence artificielle, ça va même plus loin. Il est en train, petit à petit, de révolutionner avec ses modèles chaque outil de Google Workspace. Que ce soit avec Flow, que ce soit avec Google Video, que ce soit avec Gmail, que ce soit avec Gemini, que ce soit avec maintenant Google Nano Banana qui va peut-être devenir potentiellement derrière un logiciel d'édition de vidéo boosté à l'intelligence artificielle. Et je pense qu'avec ça, beaucoup de boîtes vont avoir un temps très très compliqué. Et le premier, honnêtement, c'est Adobe. Parce que Adobe, les abonnements sur la suite Adobe est extrêmement cher et ça prend énormément de temps faire de belles retouches photos. Si avec Nano Banana, avec un simple prompt, on est capable de faire la retouche, à quoi ça sert? Tout simplement de payer un abonnement et de passer des heures sur Adobe Photoshop. Donc ça pose beaucoup de questions sur le futur, mais en tout cas, avec ces nouveaux modèles, Google est en train de s'imposer en tant que numéro un et on n'est pas à l'abri d'ici quelques jours d'une sortie de Gemini 3 qui devrait faire énormément de bruit sur le marché. Parce que si on en suit la courbe de progression de Google, autant ils étaient en retard depuis le début et Gemini était complètement à la traîne, autant depuis le modèle 2.5 Pro et maintenant le modèle 2.5 Flash qui est Google Nano Banana, autant te dire que c'est pépite sur pépite, masterclass sur masterclass et il va falloir compter sur Google pour prendre le lead sur l'intelligence artificielle. OpenAI, Cloud et bien entendu Meta et XIA ont des gros soucis à se faire. On a aussi les rechercheurs, les chercheurs, les scientifiques d'OpenAI qui ont tout simplement admis que Claude Code était largement meilleur que Codex. Alors même si du côté de Codex, on a features sur features qui sortent de semaine en semaine, voire de jour en jour, pour le moment, Codex n'est pas forcément au niveau. On a une grosse mise à jour qui est plutôt agréable la semaine dernière, qui te permet de naviguer sur plusieurs branches en même temps et de faire plusieurs pushs. Mais globalement, pour le moment, Claude Code a toujours un temps d'avance sur le logiciel, sur le modèle. ChatGPT 5 pour le moment, même ChatGPT 5 Pro est en train de donner satisfaction en termes de code. Même si du côté code, on pourrait aussi parler de XIA qui a lancé un modèle spécialisé pour le code et qui va extrêmement vite, il n'est pas encore au niveau en termes de benchmark, en termes de performance et en termes de query, au même niveau que ses concurrents. On a aussi OpenAI qui est en train de renforcer son engagement dans les différents continents. Il faut voir un petit peu comme OpenAI comme un géant qui est en train d'essayer de lever énormément de fonds. On en parlera sûrement dans une prochaine vidéo, mais les prédictions et les prévisions en termes de dépenses de cash d'OpenAI a explosé par rapport à ce qu'ils avaient annoncé il y a quelques mois maintenant, et ils sont en train d'essayer de poser leur domination sur le monde. C'est un petit peu une course folle entre tout le monde, entre tous les géants de l'intelligence artificielle, sur qui aura un le plus de data centers, 2 le plus de GPU pour pouvoir faire tourner les modèles de manière, de manière la plus efficiente possible, et derrière la course aux utilisateurs. Et pour avoir la course aux utilisateurs, bien entendu, il faut s'implanter dans les différents continents. Et à ce petit jeu-là, OpenAI est en train de placer ses billes. Un projet Stargate 1 aux États-Unis qui est juste géant, qui va leur permettre d'alimenter énormément de modèles et tout le reste. Un deuxième projet Stargate en Norvège pour alimenter l'Europe. Et maintenant, on s'attaque à l'Asie avec potentiellement un troisième projet Stargate en Asie, avec un deal à 1,2 milliard de dollars pour pouvoir alimenter l'Asie. Et l'Asie, c'est un des marchés les plus lucratifs, je pense, et les plus dynamiques qu'on va avoir en termes d'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que toute la partie Asie et toute la partie indienne notamment étaient très réputées dans tout l'ère Internet pour tout un tas de raisons.
Et ils ont même lancé un abonnement spécifique pour l'Inde pour pouvoir s'adapter au marché. Donc OpenAI voit en l'Asie un marché potentiel assez fructueux et risque d'y aller énormément. Donc c'est ChatGPT Go notamment qui a été lancé et on va avoir un gigawatt de puissance en termes de cluster. On a aussi eu quelques news du côté d'OpenAI qui sont en train de closer des deals pour pouvoir créer leur propre puce et pour pouvoir ne plus dépendre ni des TPUs de Google, ni de Nvidia, ni de AMD, mais potentiellement avoir sa propre puce. Donc en tout cas, du côté d'OpenAI, tous les feux sont ouverts et autant vous dire qu'on ouvre les robinets, on ouvre la planche à billets et on dépense énormément, énormément, énormément d'argent. Et on en vient à ce gros facteur. Ok, c'est cool, mais à l'heure d'aujourd'hui, on a deux gros problèmes en termes d'intelligence artificielle. Le premier, c'est qu'on n'a pas suffisamment de GPU disponibles. Ils le disent, OpenAI, à chaque fois qu'ils font un lancement, leurs GPU sont tout simplement à leur limite. Ils font toujours la blague que ça sent du caoutchouc parce que les puces tournent à plein régime et commencent à fondre. Nvidia, bien qu'ils soient juste les maîtres du monde à l'heure d'aujourd'hui, n'arrive pas forcément à fournir en termes de puces tout le monde parce que la demande est juste gigantesque, que ce soit pour les data centers, que ce soit pour les différentes plateformes. AMD est malheureusement pas encore au niveau, donc on a une vraie demande en puces. Et à l'heure d'aujourd'hui, OpenAI est en train potentiellement de développer pour 2026 ou 2027 une puce fait maison spécialisée pour l'intelligence artificielle pour pouvoir les faire tourner directement dans leurs data centers. Mais derrière tout ça, ok, c'est cool d'avoir la puissance de calcul, mais pour faire tourner cette puissance de calcul, il faut de l'énergie. Et autant on a eu de très très bonnes news du côté de Google qui avait diminué la demande en énergie de ces modèles de manière considérable et tangible, autant plus on avance dans le temps, plus on va avoir une demande en énergie puissante. On parle de data centers qui ont un besoin en énergie digne de la ville de New York. Donc on est vraiment énormément, énormément expandé. Et ce qui fait que on va avoir des petits graphiques comme ça, de se demander, ok, quelle va être la place du renouvelable, quelle va être la place du vent, quelle va être la place du soleil dans cette énergie-là, et tout simplement, est-ce qu'on va toujours dépendre du nucléaire, de l'hydro, du gaz ou du minier? Selon les projections, par rapport à 2030, on a du côté de la Chine énormément d'investissements du côté du solaire. On pense littéralement que le solaire, une fois qu'on aura bien développé la technologie, sera en capacité de fournir le plus d'énergie. Alors d'aujourd'hui, on n'y est pas encore. On sait que des deals sont en train de se faire au niveau européen et au niveau États-Unis sur du nucléaire, sur de l'ouverture de mini-EPR ou de nouvelles centrales nucléaires pour pouvoir fournir de manière durable suffisamment d'électricité. Mais petit à petit, on aurait des tendances un point d'inflexion qui devrait arriver autour de 2030 où le solaire pourrait devenir la source numéro un d'électricité. Et ça serait plutôt cool parce qu'imaginez avoir de l'énergie 100% propre qui vient du soleil et qui nous fournit tout simplement toute notre électricité possible. Et qui, par 2035, devrait devenir la source numéro un d'électricité. Et ça, j'avoue, en termes de nouveautés scientifiques, alors bien entendu que l'énergie solaire n'est pas nouvelle, mais que le solaire soit en capacité de fournir autant d'énergie, j'avoue que ça promet de très très belles choses et ça pourrait mettre fin à beaucoup de pollution et de gaz carbonique générés par toute l'industrie. On va aussi avoir un petit peu un calme en termes de la hype. On a un petit peu une baisse là en termes de hype de l'intelligence artificielle. C'est un peu moins, comment dire, la foire où trouve tout que ces derniers mois. Par contre, en termes d'investissement, on est toujours sur des investissements colossaux. Et à l'heure d'aujourd'hui, les plus gros investissements se font dans les data centers. C'est là où tout le monde va investir parce que tout le monde est en train de se rendre compte que peut-être que le nerf de la guerre, là où on va se faire le plus d'argent demain, c'est d'avoir des propres data centers en propre et d'avoir suffisamment de puissance de calcul pour faire tourner les, euh, les modèles. C'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, Microsoft, Amazon, Google sont surdemandés en termes de demande, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est eux qui ont les plus gros data centers et tout simplement les plus gros puissances de calcul et trafic. Ce qui fait que, voilà, petit à petit, on voit que les boîtes tech, maintenant qu'ils ont développé des modèles suffisamment costauds, qu'ils ont prouvé qu'ils sont suffisamment solides, notamment OpenAI pour le citer, sont en train de créer leur propre trésor de guerre, leur propre data, leurs propres data centers, leur propre hangar, leur propre GPU, leur propre électricité, pour pouvoir fournir leurs modèles et pour pouvoir ne plus dépendre de quiconque, pour pouvoir tout simplement grossir et diriger l'entreprise convenablement. Alors ça fait beaucoup de pouvoir, à voir ce que ça va se donner dans les prochaines semaines, mais en tout cas, beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Et on passe sur notre petit point économique. Il y a beaucoup de news qui sont passées là ces derniers jours et je voulais en faire un point. Notamment aux États-Unis, les jeunes qui sortent, notamment dans la tech,
ont eu on va dire beaucoup moins de possibilités de trouver de job. Ça devient de plus en plus compliqué pour les jeunes générations de trouver des jobs parce que l'IA est en train de pouvoir remplacer tout le tiers 1 en termes de jobs. Donc tous les jobs d'entrée de gamme sont tout simplement remplacés par l'intelligence artificielle. Il y a eu énormément de licenciements sur pas mal de grosses boîtes américaines. La question c'est est-ce que ça va se répercuter en Europe? Est-ce que cette course folle à l'intelligence artificielle va tout simplement repenser ou remplacer les humains quand on en vient à parler de job? Alors certains disent que oui, certains disent que non, mais on a des chercheurs aux États-Unis qui se disent que potentiellement un seul et même humain pourrait être capable de générer jusqu'à 10 000 € tous les mois, simplement. Il y a d'autres études qui disent qu'avec de l'intelligence artificielle, un seul individu est capable de remplacer une équipe de 10 à 20 à 50 personnes s'il gère plutôt pas trop mal les choses. Alors est-ce que ça va être vrai, est-ce que ça va être pas vrai? Je pense que dans la vague des entrepreneurs, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont faire beaucoup d'argent seuls, parce que maintenant, on l'a vu avec Nano Banana, on est capable de faire des créas sans graphique, sans graphiste, et même sans graphique, parce qu'on n'a plus besoin de pas de graphique, on a juste besoin de demander à l'IA de générer une image pour pouvoir la transformer en ads derrière et pouvoir tout simplement l'exploiter et la diriger. Puis après, on va avoir l'IA qui va être spécialisée pour pouvoir faire tourner l'ad et pour vendre les produits. Donc, où est-ce que l'humain va pouvoir se retrouver? Est-ce qu'on va avoir des humains qui vont devenir des managers d'intelligence artificielle et qui vont tout simplement tout gérer en termes de performance et en termes de KPI et tracking? Est-ce que finalement on aura toujours besoin de autant d'employés qu'on en avait besoin? Un employé pour la logistique, 10 employés pour le design, 10 employés pour le commerce, etc., etc. Donc on risque d'avoir de vrais changements économiques. On pourra, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à poser vos questions. On pourra en faire une vidéo complète. Je poncerai le sujet pour faire quelque chose de cohérent. Mais c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, beaucoup de monde sur la planète Terre, dans les différents continents, sont en train de se poser de vraies questions en termes d'employabilité une fois que les IA auront passé le stade de l'humain. Et ça commence à être le cas. Et on ne parlera pas non plus pour le moment des conséquences sociales aussi. Est-ce qu'on va toujours avoir la même sociabilité ou est-ce que ça va changer grâce à l'intelligence artificielle? Mais voilà, beaucoup de choses qui risquent de bouger, à voir. Et on a par contre une news complètement divergente, on va le dire, de Logan de chez Google, qui lui dit ne vous inquiétez pas, l'IA ne va pas remplacer les gens. Vous inquiétez pas. Et c'est plutôt cool. Et moi, je suis partisan de Logan de dire que oui, bien entendu, il y a beaucoup de jobs qui vont partir, qui vont être supprimés. Mais globalement, on va pouvoir faire, nous, en tant qu'humains, beaucoup plus de choses incroyables et beaucoup plus de choses fun que ce qu'on faisait dans certains jobs. Donc à voir, à voir. Je suis curieux des prochaines années, mais vous inquiétez pas, le pilier économique, on le traitera sur la chaîne avec un grand plaisir. Et on termine avec une petite vidéo de 20 secondes qui vous montre un petit peu une animation de manière animée qui a été générée via l'intelligence artificielle, via Flow. Et voilà de ce qu'à l'heure d'aujourd'hui on est capable de créer en allez, en moins de 2 heures, alors qu'à l'heure d'aujourd'hui pour créer quelque chose comme ça prendrait peut-être plusieurs jours parce qu'il faudrait l'animer planche par planche. Donc l'intelligence artificielle va révolutionner le monde du divertissement et de la création. Et je suis impatient de vous en parler plus sur la chaîne. Cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo.